Donc Gâtinais Biogaz, qui on est? Alors là, je vais vous présenter le groupe et j'irai du plus général, donc de l'unité de méthanisation, au plus particulier, en vous présentant les éléments liés à mon exploitation agricole. Donc pour faire vite, on s'est réunis à 16 associés, issus de 11 exploitations agricoles et d'une entreprise d'épandage de travaux agricoles, pour traiter d'abord nos effluents d'élevage et puis ensuite pour traiter aussi d'autres déchets, comme je l'exprimais dans le début de la présentation. Alors notre unité de méthanisation a été dimensionnée, donc elle est en régime d'autorisation puisqu'on traite des déchets de type bout de station d'épuration, comme je le développerai plus tard. Et on a une autorisation pour traiter 25 000 tonnes de déchets. Et sur ces 25 000 tonnes, on n'en traite pas 25 000 tonnes. En 2015, on a traité 22 500 tonnes. Et sur ces 22 500 tonnes, donc on a traité 57% de gisements d'origine agricole, 27% de déchets industriels et 16% de déchets urbains. Je reviendrai plus dans le détail sur la nature de tous ces déchets. Je vais vous parler du paysage agricole local quand même chez nous, parce que c'est très important. Parce que, comme on parlait de typologie sur les produits agricoles, il y a aussi une typologie des modèles d'unités de méthanisation développées, selon qu'elles introduisent beaucoup de déchets extérieurs ou pas. Et après, par rapport aux exploitations agricoles, il y a une notion qui est très très importante, qui a été abordée par Madame Au tout à l'heure, c'est la notion d'excédent structurel. Donc nous, on est dans un cas particulier où on fait de la polyculture élevage, mais on n'est pas en excédent structurel, puisqu'à côté de nos élevages, on a des grandes surfaces de grandes cultures qui nous permettent d'avoir largement la place d'épandre les déchets organiques, d'abord issus de nos élevages, mais ensuite issus de l'unité de méthanisation. Donc notre paysage agricole local, c'est une région traditionnelle de polyculture élevage qui tend fortement vers la grande culture, donc on est un petit peu les derniers à faire de l'élevage dans cette région-là. Et tous les élevages traditionnels français sont présents dans cette région. Il manque que des chèvres, je crois. Donc on a des bovins viande, des bovins lait, des ovins viande. On n'a pas d'ovins lait non plus, mais on a des élevages de porcs, des élevages de volailles. Enfin voilà, tout le paysage agricole ancestral est resté à travers les élevages qui subsistent sur notre région. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je ne vais jamais y arriver autrement. Donc, je vais vous parler de ma ferme maintenant. Donc, le RL des Pierrons, donc c'est une exploitation de 150 hectares avec un tiers de prairies, 2 tiers de grandes cultures. Les grandes cultures, c'est les céréales protéagineux, oléagineux. Vous voyez le détail sur la présentation. On a une région à potentiel agronomique très moyen. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et on s'appuie sur la complémentarité polyculture-élevage pour gérer au mieux cette exploitation. On est à 2,5 pour travailler sur cette exploitation, avec une rentabilité plutôt correcte par rapport à la région. Alors cette exploitation, elle fournit à l'usine 500 tonnes de fumier par an, une dizaine de tonnes de paille plus ou moins en moyenne, et une centaine de tonnes d'ensilage. Et elle reprend de l'unité de méthanisation 2000 tonnes de digestat liquide et 400 tonnes de digestat solide. Et j'irai plus dans le détail à ce sujet-là tout à l'heure. Alors, comment est conçue notre unité de méthanisation et sa vocation territoriale? Donc, il y a un petit pointeur. C'est le premier, non? Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, alors, arbitrairement, moi, je classe nos déchets en 3 catégories. Les déchets agricoles, les déchets d'origine urbaine et les déchets d'origine industrielle. Alors, je vais quand même vous donner un peu de détails à ce sujet-là. Donc, les déchets agricoles chez nous sont principalement des fumiers. On a un tout petit peu de lisier, mais chez nous, la pratique du lisier est très peu courante. On est surtout sur litière paillée. On cultive un peu de culture dédiée pour la méthanisation, donc un peu de culture intermédiaire, un peu d'ensilage de maïs, mais c'est vraiment très, très, très minoritaire et ça sert à ajuster le niveau de production de l'usine. Et par ailleurs, on collecte des déchets de céréales de notre coopérative locale et des déchets de légumes qui viennent d'une région agricole voisine où il y a pas mal de cultures de plein champ. Donc voilà les déchets agricoles. Ensuite, nous avons les déchets de type urbain. Alors dans les déchets urbains, nous avons les bouts de station d'épuration, liquides et solides,
qui sont principalement des boues qui viennent de notre zone, et des déchets alimentaires. On a une expérimentation de déchets de cantine avec les triés à la source, avec nos syndicats de collecte déchets d'ordures ménagères locaux. Et on prend aussi du déchet vert, des tonnes de pelouse. Et la troisième grande catégorie sont les déchets de type agroalimentaire. Donc ça, c'est les bouts de lavage des process agroalimentaires. Dans les process agroalimentaires, il y a des lavages réguliers des systèmes de tuyauterie qui permettent de canaliser les produits qui sont traités dans les usines agroalimentaires. Et c'est le mélange de cette eau avec le produit traité dans l'usine agroalimentaire qui constitue la boue agroalimentaire, qui sont des déchets d'un grand intérêt en méthanisation, puisqu'il y a souvent pas mal de graisse et de sucre. Et donc c'est très très méthanogène et très organique. Donc on fait un mélange de tous ces déchets dans notre unité de méthanisation qui est en infiniment mélangé. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu la méthanisation. Donc après digestion, je vous détaille pas la méthanisation parce que c'est pas le sujet du jour. Donc après digestion, on recueille du digestat brut et du biogaz brut. Le biogaz, lui, il est épuré et envoyé sur le réseau de distribution de gaz local. Et le digestat retourne sur nos exploitations et c'est ce point-là qu'on va étudier plus principalement. Donc, alors par rapport à ça, il faut bien que vous voyez que nous exportons une partie de ces déchets-là de nos exploitations et nous faisons venir beaucoup de déchets extérieurs. Vous verrez que ça a une influence ensuite sur le modèle et l'intérêt que ça a pour nos exploitations en aval de l'unité de méthanisation. Donc comment se fait la valorisation globalement par épandage agricole. Donc dans notre modèle, ce qu'on avait prévu, c'est d'être les apporteurs de matières principaux et de récupérer tous les digestats pour les réépandre sur nos surfaces agricoles. C'est le pari qu'on a réussi à tenir. Donc on a un plan d'épandage de 2000 hectares. Bon, sur ces 2000 hectares, il n'y en a que 1600 qui sont épandables pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, les digestats sont des déchets. Donc comme c'est des déchets, on doit respecter des distances d'épandage par rapport aux habitations, par rapport à divers points sensibles aux pollutions. Et deuxièmement, on est dans une zone vulnérable et nous avons sur notre zone d'épandage 3 captages Grenelle. Donc quand on a des captages Grenelle, c'est que c'est des captages très très sensibles aux polluants divers et entre autres, bien sûr, principalement aux polluants agricoles. Ce qui fait qu'on a des zones d'exclusion qui sont assez importantes. C'est ce qui explique ces 1600 hectares sur les 2000 hectares potentiellement épandables. Nos surfaces épandables sont dans un rayon de 10 km. Nous réalisons de la séparation de phase par presse-à-vis. Alors, vous savez, il y a plusieurs types de séparation de phase, mais nous faisons de la séparation de phase presse-à-vis, c'est-à-dire que l'on sépare les fibres des liquides, en fait. Donc, comme on a un digestat d'origine plutôt agricole, on a un digestat très fibreux, donc c'est le type de séparation de phase qui est adapté à notre digestat brut. Donc, vous voyez la proportion sur environ 20 000 tonnes de digestat, on en a 3 000 de solide et 17 000 de liquide. Ça, c'est les chiffres 2015. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Le digestat, je ne sais pas si vous avez quelques mots sur le digestat quand même. C'est un produit, comme il est digéré, il y a les composés organiques volatiles sont pratiquement tous détruits, donc il n'y a pratiquement pas d'odeur. Et la plupart, les germes pathogènes normalement ont été réduits si le process a bien fonctionné. Les valeurs germinatives des graines ont été diminuées. On a conservé à l'intérieur du digestat tous les éléments minéraux que l'on avait incorporés à travers les matières entrantes. L'azote est principalement sous forme ammoniacale, en sortie de maturation, enfin de post-digesteur. Et bon, le digestat est plus vite que du lisier, oui, c'est plus ou moins vrai ça. Si c'est du digestat brut, non. Oui, le digestat liquide est plus fluide que le lisier, c'est vrai. Donc voilà un peu les grandes caractéristiques du digestat. Et vous voyez l'intérêt que ça peut avoir, déjà même au niveau pratique, par rapport aux problématiques d'épandage. Maintenant, je vais vous donner quelques éléments un peu chiffrés pour vous montrer
ce que vaut un digesta par rapport à des effluents, par exemple un digesta liquide qui sort de notre unité par rapport à des effluents liquides qui sont rentrés. Donc notre digesta liquide est est particulièrement riche. Vous en trouverez pas souvent des si riches que ça. C'est la caractéristique de notre digesta liquide. On a un digesta qui est assez riche en matière sèche, mais qui est quand même très très fluide, qui coule très bien, qui n'a pas de problème de viscosité, ça coule comme de l'eau, malgré entre 8 et 9% de matière sèche. On voit que c'est un produit où la matière organique a été digérée, on n'est que à 51% de matière organique par rapport à la matière sèche totale. Et on a des taux d'azote total et ammoniacal assez importants, et de la même façon des teneurs en éléments fertilisants, entre autres en phosphore et en calcium, qui sont très importants. Ça, c'est lié à la nature des produits entrants, parce que c'est les produits entrants qui apportent ces éléments fertilisants. Si on compare à des lisiers ou à des bouts de steppe, vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Donc c'est un produit liquide qui va s'épandre comme une boue de steppe ou un lisier, mais qui va apporter pratiquement pas 10 fois plus, mais 5 fois plus d'éléments fertilisants au mètre cube à la tonne épandue. Donc là, vous avez la hiérarchie sur chaque élément. Vous voyez que le digesta se démarque toujours en termes de valeur, surtout sur les éléments fertilisants. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc oui, ça va avoir une conséquence importante sur la façon dont on va utiliser le digesta liquide sur nos cultures, ce qu'on verra par la suite. Même exercice pour les digestats solides. Ouais. Alors sur les digestats solides, j'ai voulu les comparer avec d'autres effluents solides bruts qu'on sortait de nos exploitations. Donc je vous ai donné 3 types un peu caractéristiques de fumier que l'on sortait, du fumier de vache laitière, du fumier d'ovin viande et du fumier de volaille. Donc là, contrairement au digesta liquide, vous voyez en valeur fertilisante, le digesta solide est beaucoup moins intéressant que nos fumiers, en fait, que nos fumiers. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'il a, au niveau matière organique, il est pratiquement aussi intéressant. Alors, un point important, le digesta solide, quand on le sort de notre presse à vis, il a cette valeur-là, vous voyez, cette colonne-là. Et dès qu'il a subi, là j'ai des analyses après 4 mois de stockage, donc le temps de stockage moyen de ce type de produit avant de l'épandre. Il est complètement parti en compostage, en fermentation aérobie, et il a changé de structure, quoi. Il a changé de structure. Bon, au niveau éléments fertilisants, il a gardé à peu près les mêmes valeurs, mais on n'a plus tout à fait le même produit à épandre que si on l'épand directement sorti de presse. Et le point le plus important, c'est la fraction ammoniacale sur la fraction azote totale. Vous voyez qu'elle est pratiquement de l'ordre de 10% dans cette colonne-là, alors qu'au départ, elle était de 50%. Vous voyez que l'azote s'est complètement recombiné, donc on ne peut pas utiliser ce produit-là comme un fertilisant qui va apporter une nutrition directe à la plante. Donc ça va avoir une conséquence aussi sur la façon dont on va l'utiliser ultérieurement. On l'utilisera plutôt par rapport aux questions qu'il y a eu tout à l'heure comme un amendement. Alors, sur quoi on a épandu nos digestats solides en 2015. Donc, alors, principalement 2 périodes d'épandage. Au printemps, avant maïs. Alors, pourquoi on l'épand au printemps ? C'est parce qu'en fait, malgré le fait qu'il n'ait pas de valeur fertilisante directe, il va bénéficier de la période de minéralisation estivale. Il va relarguer pendant tout l'été au maïs ou à d'autres cultures de printemps, ça pourrait être du tournesol aussi, sa fraction azotée. Donc, il peut avoir un intérêt à ce moment-là en tant que fertilisant, mais bien sûr, il garde sa valeur amendante aussi. Et puis la deuxième grande période, c'est avant céréales, en fait. Avant semis de céréales, comme on le faisait avec nos fumiers. C'est-à-dire que ce produit-là, on l'utilise comme on l'utilisait avec nos fumiers. Donc je vais passer assez vite. Les doses d'épandage sont de l'ordre de 10 à 15 tonnes à l'hectare. Alors il y a un point important aussi, c'est que par rapport à du fumier, il est très très facile à épandre. On passe pratiquement 2 fois moins de temps à épandre la même tonne de digesta
fumier, et en plus, il y en a moins à épandre, bien sûr, puisqu'il y a moins de... Vous verrez par rapport au retour, il y a moins de... On ramène moins de digestat solide qu'on a exporté de fumier. Donc ça améliore la productivité des chantiers d'épandage de solides. Les digestats liquides. Alors eux, les digestats liquides, on les utilise comme des engrais minéraux en fait. Hein, comme si on avait des solutions azotées. Donc on les utilise au printemps sur prairies céréales. Ensuite, on les utilise aussi sur maïs au mois d'avril, mai, juin. Et après, on les utilise en été, après moisson, avant mise en culture des colzas, parce qu'on est une grande région de production de colza, et donc on les utilise à ce moment-là. Donc là, on les utilise à des doses différentes par rapport aux problématiques réglementaires, mais aussi par rapport au potentiel de valorisation. Alors, ce qu'on a remarqué quand même, c'est que quel que soit le mode de comment dire, quel que soit le choix qu'on fait sur la culture sur laquelle on les épand, si on est hyper rigoureux sur les pratiques d'épandage, donc c'est-à-dire il faut bien que le produit soit mis au sol, qu'il n'y ait pas de volatilisation. La réponse des cultures est toujours aussi bonne qu'avec un engrais minéral à fertilisation minérale équivalente. Je vous ferai un petit commentaire là-dessus tout à l'heure. Donc là, ensuite, vous voyez sur quelle culture. Alors, sur quelle culture on l'a réellement épandu. Hein. Ça, c'est toute la sole Gâtinais Biogaz. Hein. C'est pas que mon exploitation. Voilà, vous voyez, ça se répartit un peu sur toute l'année. Mais enfin, vous voyez que les périodes d'épandage sont pas très grandes quand même. Il y a 6 mois d'épandage hein, quand même. Hein. Donc, il faut pas s'amuser pour épandre 17 000 tonnes sur 6 mois. Voilà. Ensuite, sur le RL des Pierrons, c'est un exemple. Hein, donc, il va reprendre un peu ce que je viens de vous dire, hein, mais vous voyez que chez moi, on le concentre sur les céréales. Enfin, on l'a concentré en 2015 sur les céréales et les prairies. Et après, on a surtout concentré sur les avant colza. Donc, les productions qui valorisent le mieux le digestat liquide. Et le digestat solide, je l'utilise uniquement comme amendement et apport de fumure de fond avant céréales d'hiver. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je pense que je dépasse le temps. Non, c'est bon. C'est terminé là ? Là, je vais aller vite. Alors, attendez, je vais juste vous montrer des bilans. Alors là, j'ai fait des bilans grossiers sur mon exploitation. Sur quatre éléments. La matière organique. Là, c'est la matière organique exportée. Et ça, c'est la matière organique rapportée à travers le digestat. Donc malgré le fait que, vous voyez, on ramène beaucoup de digestat, hein, 2500 tonnes de liquide et 353 tonnes de solide, par rapport à 500 tonnes et 130 tonnes d'export d'ensilage de maïs. On est déficitaire en matière organique. Alors ça, c'est à la louche, hein, parce que c'est la matière organique globale. On n'a pas la structure de cette matière organique. Donc ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Par contre, sur les éléments fertilisants principaux, l'azote, le phosphore et la potasse, vous voyez qu'on est très, très, très largement excédentaire grâce au modèle qu'on a développé. Donc ça pose, par rapport à la matière organique, ça pose une question. On a une perte théorique de matière organique, mais est-ce qu'on la perd vraiment ? Est-ce que par rapport au type de matière organique que l'on a apporté, qu'on en a exporté et celui qu'on a rapporté, est-ce qu'on a vraiment eu... Est-ce que c'est la matière organique efficace qu'on a perdue ou est-ce qu'on a conservé ou même enrichi en matière organique efficace ? Ça, c'est le genre de questions qu'on peut se poser. Ensuite, sur les éléments fertilisants, donc on a automatiquement, si on fait bien tourner les apports de digestat sur toutes les parcelles de façon cohérente, parce qu'on fait notre métier correctement, on va avoir à long terme un enrichissement en éléments fertilisants. Hein. Donc pour le phosphore et la potasse, ça pose 2 problèmes. Donc pour le phosphore, il peut y avoir une pollution induite, hein, parce que le phosphore, il n'est pas fixé par le sol en totalité. Il faut fixer dans le sol en totalité, il peut y avoir des fuites. Et au niveau des nitrates, c'est la même problématique. Hein. Donc voilà, ça
ça peut poser question. Bon, dans la mesure où on n'est pas en excédent structurel et qu'on a des grandes surfaces d'épandage, dans un premier temps, ça ne posera pas de problème. À long terme, on peut avoir un enrichissement des sols excessif et une mauvaise gestion de la fertilisation azotée peut induire des fuites de nitrates dans les nappes souterraines. Alors, on a fait au niveau de mon exploitation, j'ai quelques observations techniques et économiques. Donc, je reprends un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, sur colza, lorsqu'il y a épandage de digestat, on a toujours une forte végétation en sortie d'hiver qui implique un complément de fertilisation minérale très, très minime. Hein. Même des fois, les bilans nous disent qu'il faudrait rien remettre ou il faudrait même en ressortir du sol, tellement il y a de la masse végétale, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que le digestat fait son effet. Hein. De toute façon, c'est le critère, la masse végétale développée, c'est le critère principal. Alors après, il y a la richesse aussi des sols initiales qui intervient. Enfin, il y a le passé polyculture élevage aussi qui peut intervenir, mais en comparaison avec ce qu'il y avait avant, on sent qu'il y a vraiment un effet digestat. Sur prairie, on n'a jamais rien mesuré, mais on a un vrai effet visuel, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des bandes, et nous, on a des zones vallonnées, donc d'en haut, on voit bien les effets visuels. Et là, on voit vraiment qu'il y a un effet vert, quand il y a un effet chlorophylle lié au digestat. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un gros effet sur le rendement? Je ne sais pas, mais je pense que ça peut être un peu corrélé quand même. Et puis là, quand on voit la prairie, on voit qu'il y a un effet positif. Alors, sur le blé, c'est là où il y a les écarts les plus significatifs. C'est-à-dire que chez moi, j'ai des parcelles qui ont été fertilisées au digestat et d'autres pas. Et donc, en comparant ce qui est comparable par rapport aux variétés, par rapport au type de sol, en 2014, il y avait plus 5 quintaux sur les parcelles fertilisées au digestat. Et en 2015, c'était plutôt extraordinaire, il y avait plus 17 quintaux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En partie, c'est sûrement dû au fait que quand on calcule notre fertilisation, on prend que la fraction minérale du digestat qu'on apporte. Mais à travers l'apport des digestats, on apporte aussi encore une petite fraction organique. Et si le climat est favorable au mois de mai, cette fraction organique, elle va minéraliser un peu. Hein. S'il y a un peu de pluviométrie et de chaleur, ça va minéraliser. Ce qui fait qu'à mon avis, quand le blé peut prendre cette alimentation azotée, eh ben, il prend cette réserve d'alimentation azotée apportée par le digestat, chose qu'on ne fait pas lorsqu'on apporte des fertilisants minéraux classiques, quoi. Donc, moi, je l'explique que comme ça, hein, je ne peux pas l'expliquer autrement, je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Alors, par contre, au niveau technique, il y a quand même 2 gros problèmes à gérer. C'est le tassement des sols, hein, lié aux équipements d'épandage, surtout les épandages de liquide. Les épandages de solide, on les fait en été, quand les sols sont secs, il n'y a pas trop de problème. Par contre, les épandages de liquide, on les fait, vous voyez, sur le premier semestre, à une période où il y a quand même pas mal d'humidité, où les sols sont sensibles au tassement. Et là, on peut avoir des dégâts quand même. Ça peut arriver. C'est pour ça que vous verrez après dans le dernier slide, je vous dirai un peu les réflexions que l'on a par rapport à ça. Et puis il y a une chose qui est très très importante, c'est la qualité de l'épandage. C'est-à-dire qu'il faut absolument gérer les problématiques de volatilisation. D'abord, il faut que le digestat soit froid. C'est-à-dire que, bon, ça, c'est pas un problème chez nous, parce qu'il est stocké dans une lagune à la température ambiante. Mais il faut surtout qu'il soit bien apporté au sol, parce que dès qu'on épand avec des périodes de forte chaleur, plus on mettra en contact le digestat avec l'air ambiant, plus on aura de volatilisation. Donc ça, voilà, c'est ces 2 points très importants. Donc la qualité de l'épandage. Et puis après, pour vous faire un petit topo sur l'aspect économique, vous reprendrez ligne par ligne. Hein. Mais donc, ça a principalement induit des économies d'engrais, hein, ces nouvelles pratiques sur mon exploitation entre autres, mais chez mes collègues, c'est la même chose. Hein. Ce qui a eu pour effet un effet légèrement positif au niveau économique, de l'ordre de 3 000 €. Donc il y a un point qui est très important. Vous voyez, il y a un point en rouge à moins 8 000 – 9 000 €. Ça, c'est les coûts d'épandage. Donc ça, c'est un point important. L'intérêt économique du système va être lié
va vraiment être lié à cet aspect-là, quoi. Parce qu'on fait les économies d'engrais, mais si par ailleurs on a des coûts d'écrandage supérieurs, l'intérêt économique est plutôt moyen, quoi. Donc par rapport à l'aspect économique, c'est ce point-là qu'il faut vraiment travailler fortement. Donc voilà pour ça. Et puis je vais aller très vite pour la fin. Donc par rapport globalement à tout le groupe, les conclusions qu'on peut en tirer, c'est que au niveau des solides, on n'a pas de souci, le système est plutôt satisfaisant. C'est-à-dire qu'on apporte les fumiers, on reprend les digestats solides, on les stocke chez nous, on les épand à notre temps avec du matériel en CUMA de bonne qualité, avec pesée embarquée pour être le plus précis possible et des tables d'épandage pour être le plus précis possible. Par rapport aux solides, on a une réflexion pour gérer les 400 hectares de zones d'exclusion. On voudrait mettre en place du compostage pour donner à notre produit, sortir notre produit du statut de déchet et pour lui donner un statut de produit qui nous permettrait d'aller épandre et de valoriser nos digestats sur toutes les surfaces. Donc voilà pour les solides. Et pour les liquides, on reconnaît l'intérêt agronomique, surtout en tant que fertilisant, du digestat liquide, mais notre système d'épandage, vous avez vu les 9 000 €, là, c'est pas satisfaisant. Donc on remet à plat tout notre système de logistique et d'épandage pour aller vers un système beaucoup plus adapté à chaque type de culture en termes de technique d'épandage. Voilà ce que je pouvais vous dire.